un examen normalisé local en chimie, niveau 3e année collège, premier semestre. Donc, on est ici 3 exercices dans ce normalisé. Commençons par le premier exercice. Donc, ici, 8 points. Classez dans le tableau ci-dessous les mots suivants en objets et matériaux. Bouteille, PVC, clé en métal, or, fenêtre, chaise, PET et le fer. Deuxièmement, répond par vrai ou faux. Un anion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Le papier est un matériau organique. H+, ion responsable du caractère acide. Lorsqu'on dilue une solution acide, son pH augmente. L'aluminium est attiré par l'aimant. Et la dernière phrase, la rouille est un composé oreux. Troisièmement, complétez les phrases en utilisant les mots suivants. On a ici le premier mot Fe2O3, qui est l'oxyde de fer 3, négative, électron, noyau, fer, oreuse, la rouille positive. La première phrase. L'atome se constitue d'un portant une charge électrique, autour duquel tournent des portant une charge électrique. L'air humide agit sur le métal 2, ainsi se forme une couche appelée de formule chimique. Question suivante. Cochez la bonne réponse. On a ici 2 phrases. On doit choisir parmi ces 3 propositions la meilleure proposition. L'ion H en moins, c'est-à-dire l'ion hydroxyde, est un réactif qui permet d'identifier Sc2+, l'ion cuivrique, l'atome de fer, ou bien l'ion chlorure Cl-. La combustion d'une matière organique peut produire des gaz toxiques comme le chlorure d'hydrogène HCl, le carbone C, le dioxygène O2. Exercice 2. De même, il est noté sur 8 points. Première partie. La combustion de PVC dans le dioxygène de l'air produit la vapeur d'eau, le dioxygène de carbone et chlorure d'hydrogène HCl. Première question. Quels sont les atomes entrant dans la composition de PVC? Le PVC est une matière organique. Justifie votre réponse. Bien. Deuxième partie. On utilise l'aluminium Al dans la vie quotidienne. Le numéro atomique d'atomes de l'aluminium est de ZAl13. Première question, déterminer le nombre des électrons de l'atome d'aluminium. 2. Déterminer la charge électrique des électrons de l'atome d'aluminium en coulomb, en fonction de C, en coulomb. On donne la charge élémentaire petit e de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Troisième question, déterminer la charge électrique du noyau de l'atome d'aluminium en coulomb. Quatrièmement, parfois, l'atome de l'aluminium perd 3 électrons pour former l'ion de l'aluminium. Petit a, donner la formule chimique de l'ion de l'aluminium. Petit b, déterminer la charge des électrons de l'ion en fonction de E. Petit c, calculer en fonction de E la charge de l'ion en aluminium. L'aluminium intervient dans la composition de différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne. Avec la présence de l'air humide, l'aluminium s'oxyde en produisant une couche appelée l'alumine. C'est une couche grise, bien sûr, qui se forme sur l'aluminium. Écrire l'équation d'oxydation de l'aluminium. Troisième partie, on considère les solutions suivantes. Vous avez ici 6 solutions et vous avez ici des valeurs de pH. Et première question, complétez le tableau ci-dessous. C'est-à-dire déterminer pour chaque solution le type, c'est-à-dire le type de cette solution, en fonction de la valeur, de pH de chaque solution. Voilà, deuxième question, quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique? Troisièmement, on ajoute un volume de solution B, qui est cette solution,
A de l'eau distillée. Petit a, donner le nom de ce processus. Et petit b, encadrer la valeur de pH de la nouvelle solution après cette opération. Bien. Le dernier exercice, il est noté sur 4 points existants. Karim a trouvé 2 plaques métalliques A et B dans le laboratoire. Pour les distinguer, il a introduit chaque plaque dans un bécher contenant une solution d'acide chlorhydrique. Il a observé un dégagement gazeux au niveau du bécher contenant la plaque A. Par contre, il ne se produit rien dans l'autre bécher. Deuxièmement, donner le nom du gaz produit. Karim a ajouté des gouttes de solution de soude dans le bécher où il y a la plaque A et il a remarqué la formation d'un précipité vert. Question, donner le nom du précipité vert. 3. En déduire le métal formant la plaque A. 4. Écrire l'équation de la formation du précipité vert. 5. Écrire l'équation bilan de la réaction entre la plaque A et l'acide chlorhydrique. 6. La plaque B est caractérisée par une couleur rouge brique. Quel est le métal qui constitue la plaque B? Bien. Donc, commençons maintenant par le premier exercice. Classez dans le tableau ci-dessous les mots suivants en objets et matériaux. Donc, on a ici dans la première colonne les objets et dans la deuxième colonne des matériaux. Donc, commençons par une bouteille. Est-ce un objet ou bien un matériau? Donc, bouteille, c'est un objet. PVC, matériau ou objet, bien sûr, c'est un matériau. C'est un genre de plastique. Il appartient à la famille de plastique. Clé en métal, c'est un objet. C'est une clé en métal, une clé métallique. L'or est un matériau. Fenêtre est un objet. De même pour une chaise est un objet. PET, il appartient à la famille de plastique, donc c'est un matériau. Et le dernier corps, c'est le fer, c'est un matériau. Bien. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. Un anion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Vrai ou faux? Réflexion. Donc c'est faux. Un anion, c'est un ion négatif. Il se produit lorsqu'un atome, il a gagné des électrons, ou bien un groupe d'atomes. Donc c'est un ion négatif. Voilà, donc la proposition est fausse. Deuxième proposition, le papier est un matériau organique. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Donc le papier est d'origine bois, de l'arbre, donc c'est un matériau organique. Il est constitué des atomes de carbone et d'hydrogène. Troisième proposition, H+, est l'ion responsable du caractère acide. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Donc, il caractérise le caractère acide. Ce sont les ions hydrogène. Quatrième proposition, lorsqu'on dilue une solution acide, son pH augmente. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Lorsqu'on fait une solution acide, donc le pH de cette solution tend vers 7. Voilà, cela veut dire que le pH augmente. Et l'avant-dernière proposition, l'aluminium est attiré par l'aimant, vrai ou faux? Bon, c'est faux. Donc l'aluminium n'est pas attiré par l'aimant. Et la dernière phrase, la rouille est un composé poreux. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai, car la couche qui se forme sur le fer, après oxydation, c'est une couche qui est poreuse,
et corrosif. Donc, c'est vrai. Troisième question. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants. On a ici deux phrases. Donc, l'atome se constitue d'un. Voilà. Et on sait que l'atome est constitué d'un, bien sûr, d'un noyau portant une charge électrique, bien sûr, se trouve au centre de l'atome. Il porte une charge qui est positive, autour duquel tournent des particules très petites, on les appelle des électrons, portant une charge électrique. Chaque électron, il porte une charge électrique qui est négative. Voilà. Deuxième phrase. L'air humide agit sur le métal de. Donc, on est ici un seul métal d'après ces phrases. C'est le fer. Bien. Ainsi se forme une couche. Voilà, une couche qui est poreuse. On a vu tout à l'heure qu'on appelle la rouille. Appelée, bien sûr, la rouille. De formule chimique, c'est Fe2O3, qu'on appelle l'oxyde de fer 3, ou bien l'oxyde ferrique, c'est Fe2O3. Bien. On va essayer maintenant de cocher la bonne réponse. L'ion hydroxyde H- est un réactif qui permet d'identifier soit les ions cuivriques C2+, ou bien l'atome de fer, ou bien l'ion chlorure. Donc on doit choisir parmi ces trois corps C2+, ou bien Fe, ou bien Cl-. Donc la bonne réponse, sont les ions C2+. Donc l'ion hydroxyde, il peut identifier les ions C2+ dans une solution. Bien sûr, il va nous donner un précipité bleu. Bien. La deuxième phrase, la composition des matières organiques peut produire des gaz toxiques, comme est-ce le chlorure d'hydrogène, le carbone, le dioxygène. Donc, on doit cocher la bonne réponse, bien sûr, sur le chlorure d'hydrogène HCl. Donc, HCl, c'est un gaz toxique, très dangereux, et non pas le carbone, ni le dioxygène. Le deuxième exercice, il noté sur 8 points. La combustion de PVC dans le dioxygène de l'air produit. Il produit la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le chlorure d'hydrogène, de formule HCl. La vapeur d'eau, c'est-à-dire H2O, le dioxyde de carbone CO2 et HCl. Ma question, quels sont les atomes entrant dans la composition de PVC? Donc on a fait ici la combustion de PVC, c'est-à-dire que les réactifs sont tout simplement le PVC et le dioxygène. Ils nous donnent comme produit H2O, CO2 et HCl. Donc, la première question, quels sont les atomes entrant dans la composition de PVC? Étant donné qu'ils se forment la vapeur d'eau de formule H2O, cela veut dire que le PVC, il est constitué d'atomes d'hydrogène, premièrement, d'atomes d'hydrogène. Et on a ici, d'après le deuxième produit, le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, cela veut dire que le PVC contient de même les atomes du carbone. Et le troisième produit HCl, donc il y a de même les atomes du chlore. Donc ce sont les constituants de PVC, l'hydrogène H, le carbone C et le chlore Cl. Deuxième question, le PVC est une matière organique, justifiez votre réponse. Est-ce le PVC est une matière organique? Est-ce vrai ou faux? Donc, en plus, on doit justifier cette réponse. Bien. Oui, car le PVC est constitué d'atomes d'hydrogène et du carbone, et en plus, il y a des atomes du chlore. Chaque matière organique, au moins, il est constitué des atomes d'hydrogène et des atomes du carbone. Après la première question. Bien. On passe maintenant à la suite, c'est-à-dire la deuxième partie de l'exercice 2.
On utilise l'aluminium AL dans la vie quotidienne. Le numéro atomique d'atomes d'aluminium ZAl est de 13. Déterminer le nombre des électrons de l'atome d'aluminium. Cela veut dire combien on a d'atomes, on a des électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome d'aluminium. Et d'après les données, on a Z, le numéro atomique d'atome d'aluminium, est égal à 13. Automatiquement, la réponse à la première question, que le nombre des électrons de l'atome d'aluminium est le nombre 13. Deuxième question, déterminer la charge électrique des électrons de l'atome d'aluminium en coulombs. Donc, cet atome d'aluminium, il a 13 électrons dans son nuage électronique qui gravite autour du noyau. Chaque électron, il porte une charge électrique négative élémentaire de valeur moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Cela veut dire que la charge globale des électrons de l'atome d'aluminium est de valeur, voilà, que de E moins, c'est-à-dire la charge totale des électrons d'atomes d'aluminium, c'est moins 13 fois 1,6 10 puissance moins 19, qui est égal à moins 20,8 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà, ça c'est la charge globale des électrons, ou bien la charge globale du nuage électronique de l'atome d'aluminium. Troisième question, déterminer la charge électrique du noyau de l'atome d'aluminium en coulombs. Donc, il nous demande maintenant la charge électrique globale du noyau. Tout à l'heure, on a calculé la charge globale des électrons. Maintenant, c'est le noyau d'atome d'aluminium en coulombs. Bien. Réflexion. Étant donné que l'atome, dans le cas général, il est électriquement neutre, cela veut dire qu'il y a le même nombre d'atomes de charge positive qui se trouvent dans le noyau est égal à la somme de charges négatives qui se trouvent dans le nuage électronique. On a calculé que la charge globale des électrons est de moins 20,8 10 puissance moins 19. Cela veut dire que la charge des électrons est égale à la charge globale du noyau qui est égale à 20,8 10 puissance moins 19 coulombs en valeur absolue. Bien, ils ont la même charge. Donc la charge, c'est-à-dire des électrons, c'est moins 20,8 10 puissance moins 19 en valeur absolue, qui est égale à la charge globale du noyau, qui est égale à 20,8 10 puissance moins 19 coulombs. Bien. Quatrième question. Parfois, l'atome de l'aluminium perd 3 électrons pour former l'ion d'aluminium. Donnez la formule chimique de l'ion de l'aluminium. On donne que l'atome d'aluminium, il a perdu 3 électrons. Et on sait lorsqu'un atome, il perd des électrons, il se transforme en ion positif, qu'on appelle un cation. Donc l'aluminium de nature, il perd 3 électrons. Donc sa formule chimique est de forme Al3+. Donc il nous donne un cation Al3+. Bien. Donc il a 3 charges positives en excès dans le noyau. Et il a un défaut d'électrons dans son nuage électronique. Petit b. Déterminer la charge des électrons du l'ion en fonction de E. Donc il nous demande maintenant la charge des électrons du l'ion. Hein? Étant donné que l'atome d'aluminium, il a 13 électrons dans son noyau, dans son nuage électronique, cet atome, il a perdu 3 électrons, donc il lui reste 10 électrons qui gravitent autour du noyau. Donc 13 moins 3, ça fait 10. Cela veut dire que la charge des électrons restants du l'ion Al3+, est de valeur moins 10 E. Moins en fonction de E, c'est moins 10 E. Chaque électron, il porte moins E. Étant donné dans le nuage électronique du l'ion Al3+, il y a seulement 10 électrons. Donc on aura la charge globale des électrons qui gravitent autour du noyau de cet ion de moins 10 E. Petit c, calculer en fonction de E la charge du l'ion de l'aluminium. Donc maintenant il faut faire toujours attention à la question demandée, la charge du l'ion.
Tout à l'heure, il nous demande la charge des électrons. Avant, la charge du noyau. Maintenant, c'est la charge globale du lion. Après cette question, lorsque nous demandons de calculer la charge d'un ion, il suffit tout simplement de voir la charge portée par cet ion. On est ici 3+. Cela veut dire que la charge globale de cet ion est de valeur, que l'on Al3+, qui est égal à plus 3E. Plus 3E. Voilà. Donc, il a 3 charges positives en excès pour cet ion Al3+. Bien. Passons maintenant à la suite. L'aluminium intervient dans la composition de différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne. Avec la présence de l'air humide, l'aluminium s'oxyde en produisant une couche grisâtre appelée l'alumine. Voilà. Et d'après le cours, on a vu que la formule chimique de l'alumine s'écrit sur la forme Al2O3. Il nous demande ici d'écrire l'équation d'oxydation de l'aluminium. Bien. Réflexion. Donc, l'aluminium, lorsqu'il s'oxyde avec le dioxygène de l'air, il nous donne de l'alumine de formule Al2O3. Donc, 4Al, on a ici 2 fois 2, ça fait 4Al. 3O2, 2 fois 3, ça fait 6O. Donc, ça, c'est l'équation d'oxydation d'aluminium. Voilà, Al plus O2 nous donne l'alumine Al2O3. Toujours, on doit équilibrer l'équation demandée pour qu'il obéisse les règles ou bien les lois de la réaction chimique. Bien. La dernière partie du deuxième exercice, partie 3, on considère les solutions suivantes. On a ici 6 solutions, A, B, C, D, E, F. Pour chaque solution, il nous donne la valeur de pH. Et on nous demande de déterminer le type de cette solution. Est-ce une solution acide, ou bien basique, ou bien neutre? Donc, première question, compléter le tableau ci-dessus. Donc, commençons par la solution A. Son pH est de valeur 7. Automatiquement, c'est une solution neutre. Bien. Pour la solution B, valeur 1,1, c'est une solution qui est acide. C, 11,5 supérieur à 7, c'est une solution basique. Pour D de même supérieur à 7, c'est une solution basique. E, il a une valeur de pH de 5, inférieur à 7, c'est une solution acide. Il nous reste la dernière solution de valeur supérieure à 7, 9,6, c'est une solution de même, il est basique. Bien. On passe maintenant à la question 2. Quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique d'après ces 6 solutions? Voilà. Donc, la solution la plus acide, c'est la solution, voilà, c'est la solution B. Donc, il a une valeur très petite, 1,1. Et la solution la plus basique, c'est la solution, voilà, D, de valeur 13,3. Donc, il est plus proche de 14. Voilà. Lorsqu'on s'éloigne de la valeur 7, la solution devient plus concentrée, soit solution plus acide ou bien plus basique. Troisièmement, on ajoute un volume de solution B, c'était la solution acide, à de l'eau distillée. Donnez le nom de ce processus. Donc, lorsqu'on ajoute une solution acide à l'eau distillée, voilà, on aura cette opération, on peut l'appeler, c'est une dilution. Bien. FIF, c'est une dilution. On fait diluer la solution, soit acide, soit basique, avec de l'eau distillée. Petit b, encadrer la valeur de pH de la nouvelle solution obtenue après cette opération. C'est-à-dire, lorsqu'on a ajouté de l'acide, c'est-à-dire de la solution B à l'eau distillée, on a obtenu une nouvelle solution et on nous demande quelle sera
la valeur de cette, ou bien l'encadrement du pH de cette solution obtenue. Bien. Dans ce cas, cette solution aura un pH qui est compris entre 1,1 et 7. Donc, il sera le pH supérieur strictement à 1,1, c'est-à-dire de la valeur initiale de la solution B, et inférieur, strictement inférieur à la valeur 7. Voilà. Ça, c'est l'encadrement de la valeur de pH de cette solution obtenue. Bien. On passe maintenant au dernier exercice, exercice 3. Karim a trouvé deux plaques métalliques A et B dans le laboratoire. Pour les distinguer, il a introduit chaque plaque dans un bécher contenant une solution d'acide chlorhydrique, HCl. Il a observé un dégagement gazeux au niveau du bécher contenant la plaque A. Par contre, il ne se produit rien dans l'autre bécher. Une question, donnez le nom du gaz formé. Alors, étant donné qu'il y a un dégagement gazeux, du bile gazeux, cela veut dire qu'il se forme un gaz. Et on nous demande le nom de ce gaz. Bien. Réponse. Donc le gaz est tout simplement le dihydrogène H2. Donc lorsqu'on verse par exemple une solution sur une plaque métallique, on constate un dégagement gazeux. Donc le gaz, il peut être tout simplement le dihydrogène, et pour le confirmer, il suffit de faire approcher une flamme et on entend une détonation. Voilà, c'est le dihydrogène H2. Karim a ajouté des gouttes de solution du sud dans le bécher où il y a la plaque A et il a remarqué la formation d'un précipité vert. Donnez le nom du précipité vert. Bien. Donc le nom de ce précipité, lorsqu'il a versé quelques gouttes de la solution de soude NaOH dans le bécher où il contient la plaque A, il a remarqué un précipité vert. Le nom de ce précipité, c'est tout simplement l'hydroxyde de fer 2 de formule FeOH 2 fois. Ça, c'est l'hydroxyde de fer 2. C'est un précipité vert. Hein? Petit 3, on déduire le métal formant la plaque A. Donc, le métal qui constitue la plaque A, c'est le fer. Étant donné qu'on a obtenu une solution qui contient des ions ferreux, et pour confirmer, lorsqu'il a ajouté quelques gouttes de soude NaOH, il a obtenu un précipité vert. Petit 4, écrire l'équation de la formation du précipité vert. Donc, le précipité vert est obtenu après une réaction entre les ions ferreux Fe2+, et des ions hydroxyde qui proviennent de la soude OH- pour donner le précipité vert de formule hydroxyde de fer 2. Ça, c'est l'équation de précipitation. Bien. L'avant-dernière question, question 5, écrire l'équation bilan de la réaction entre la plaque A, c'est-à-dire les atomes qui forment la plaque A, et l'acide chlorhydrique. Sachant que la plaque A, est formée d'atomes du fer. Donc on va écrire l'équation bilan de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique. Bien. Donc l'équation bilan, ça s'écrit sur la forme du fer lorsqu'il réagit avec l'acide chlorhydrique de H plus Cl-, il nous donne dégagement d'hydrogène H2, du dihydrogène H2, et une solution de chlorure de fer 2. Bien. Et on peut constater que cette équation est équilibrée. On a ici 2 H, voilà. Un seul atome de fer dans le produit, et 2 atomes de chlore, 2 atomes de chlore. Et pour montrer, c'est-à-dire, ou bien expliquer d'où vient cette équation bilan, on fait appel aux demi-équations électroniques. Commençons par la transformation des atomes de fer en ions ferreux. Donc le fer, d'après cette réaction, il a perdu 2 électrons
et s'est transformé en ion ferreux. Ces électrons perdus par le fer, ils sont captés par deux ions H+, qui se trouvent dans l'acide chlorhydrique. Donc, 2H+, il capte ces deux électrons pour donner le gaz dihydrogène. Bien. Et on constate qu'on a le même nombre d'électrons échangés entre le fer et les ions d'hydrogène. On peut les simplifier pour obtenir l'équation simplifiée entre le fer et 2H+, pour donner le dihydrogène plus l'ion ferreux Fe2+. Donc, cette équation est équilibrée, mais elle n'est pas neutre. Pour la neutraliser, il suffit d'ajouter des ions chlorure qui se trouvent dans la solution, et on obtient finalement l'équation bilan Fe plus 2H plus Cl moins nous donne le dihydrogène plus le chlorure de fer2. C'est une solution verte. Voilà. Donc ça, c'est l'équation, ou bien c'est l'explication, devient l'équation bilan de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique. Il nous reste maintenant la dernière question. La plaque B est caractérisée par une couleur rouge brique. Quel est le métal qui constitue la plaque B? Et d'après l'énoncé, pour les distinguer, Karim, il a introduit chaque plaque dans un bécher contenant une solution d'acide chlorhydrique. Pour le premier bécher qui contient la plaque A, il a constaté un dégagement gazeux. Par contre, il ne se produit rien dans l'autre bécher. Cela veut dire que la plaque B, elle est constituée d'atomes de cuivre. Voilà, elle est constituée d'atomes de cuivre. C'est pour cela qu'il ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique. Et on sait que le cuivre, il a une couleur rouge orangé ou bien rouge brique. Voilà, ça c'est la réponse de la dernière question. Bien.